Salutations à l'ensemble des frères et sœurs du continent et de la diaspora. Une sœur du continent vous parle. Je suis Ndeye Babelso et j'ai aujourd'hui l'immense honneur de vous présenter une partie de notre histoire à tous. Cette partie de notre histoire n'est pas le début réel, ou dirais-je la réalité, de notre historique, mais elle est l'une de ces époques marquantes de nos problèmes, je dirais. Il s'agit de l'esclavage. C'est en effet au milieu du XVIe siècle, du XVe siècle et vers le début du XVIe siècle que les premiers Européens ont foulé le sol africain, ou devrais-je dire l'eau, parce que c'est à partir des îles comme Açores, comme Madère, comme le Cap-Vert et comme les Canaries, puis en 1492, les Amériques, que les Portugais ont commencé la triste époque de l'esclavage. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ceci est purement économique. C'est à cause du proto-capitalisme qui, à un moment donné, a présenté un système qui imposait l'esclavage que la traite négrière a commencé. Il a fallu, très clairement, une division internationale du travail qui faisait du travailleur européen un être disposant d'un contrat de travail qui n'impliquait que sa force de travail. Mais, à la différence de l'Africain, lui, qui, dès l'instant qu'il était vendu comme esclave, dès l'instant même qu'il était capturé, représenté dans les carnets d'adresse et dans les carnets d'assurance comme étant du bois d'ébène. Ce qui est clair, c'est qu'il était un bien meuble. Ce statut d'esclave devint un statut héréditaire. On devenait esclave parce qu'on naissait esclave. À part cette division du travail qui n'a fait que matérialiser cet esclavage, il fallait légiférer, légaliser cet esclavage. La traite négrière a ainsi été légiférée grâce à l'Église, malheureusement, et aux bourgeoisies européennes qui ont usé du droit canonique et du droit international européen pour faire de l'esclave, juridiquement parlant, un bien meuble. Nous conviendrons tous que cette pratique, minimisons pour dire que c'était inhumain, avait pour objectif principal un but économique. Mais les conséquences ont viré à une déshumanisation de notre peuple. Une déshumanisation qui, il faut le répéter, dont on voit les conséquences, pour être plus simple. Mais l'histoire est importante dans la mesure où on a l'obligation de savoir les problèmes qu'on a subis. On a l'obligation de savoir par où on est passé. Jusqu'en 1960, on répétait et on disait que l'histoire de l'Afrique ne commence qu'avec l'esclavage. Que l'histoire de l'Afrique ainsi n'est qu'une continuité de l'histoire de l'Europe qui, à un moment donné, a voulu s'emparer d'un peuple pour construire le nouveau monde qui allait être les Amériques. Jusque récemment, en 1998, dans une université en Caroline du Nord, cette idée a été enseignée. Heureusement, ces Noirs qui ont compris qu'ils étaient tous esclaves, ces Noirs qui ont compris qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils se
mettre tous ensemble pour pouvoir se sortir de ce crime contre l'humanité, il a fallu ainsi un mouvement de noirs. Noirs parce que c'est la chose qui les reliait. Ils étaient tous noirs, ils étaient tous esclaves. Et là, il fallait qu'ils s'unissent pour pouvoir se sortir de ce problème. En 1988, dans une université de Chapel Hill, on nous apprenait toujours que l'esclave était content d'être dans les plantations et que l'esclave était content de rester et d'être esclave. Il se trouve que ce n'est pas vrai. Si cela avait été vrai, on n'aurait pas eu toutes ces révolutions. En 1926 en Guadeloupe, par exemple, en 1547 au Mexique, 1605 au Brésil, en 1608 encore au Mexique, et d'autres dates, d'autres révolutions, d'autres révoltes de Noirs prouvent qu'à aucun moment nos ancêtres ont été contents de rester esclaves, d'être esclaves ou bien tout simplement d'être reliés au second plan. Il faut comprendre que ce mensonge, cette falsification de l'histoire pour parler comme Cheikh Anta Diop, n'a été possible que grâce à des intellectuels de pastiche et de liqueur, pour encore copier Thomas Sankara. À un moment donné, il a fallu faire comprendre au petit Africain qui est sorti de l'esclavage, qui est sorti de la colonisation, que ses ancêtres ne s'étaient pas battus, mais qu'il a fallu qu'un Victor Schœlcher abolisse l'esclavage. Or, une célèbre révolte nommée la révolte Stono, le 6 septembre 1739. En Caroline du Sud, des esclaves se sont dit que ça ne peut plus continuer, qu'il fallait une révolte. Le bilan a été lourd. Plus de 60 esclaves ont été tués et ce fut la plus grande révolte des esclaves. Avant, bien sûr, les révoltes qui ont eu aux Amériques. Par rapport à cette révolte de Stono, les révolutions américaines qui ont suivi n'ont pas eu cette improvisation. Parce que là, c'était juste des Noirs qui se sont dit « on y va, on n'a pas de plan, on n'a pas de stratégie, mais on va attaquer ». Il faut dire que cette révolte est très très différente de celle des Maroons en 1739. La révolte des Maroons en 1739 a été faite par des Jamaïcains. Et ils ont été les premiers Africains à arracher cette liberté de la main de leur maître. Ce conflit a duré des décennies. Il y en a encore et encore et encore, mais on ne peut pas ne pas citer la révolution d'Haïti. Haïti est devenu le premier pays de Noirs à acquérir l'indépendance. En 1804, certes, mais ceci a été possible grâce à la grande révolution de 1791. Par rapport à cette révolution, on ne peut pas ne pas citer quelqu'un comme Dati Boukman, qui était un esclave, mais qui, de par sa stratégie, a su planifier une révolte qui, quelques années après, va mener à l'indépendance de Haïti. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que cette révolte a permis, de la révolte jusqu'aux indépendances, de faire 100 000 victimes. Des Français, disons juste des colons, ont été tués à hauteur de 100 000 par des Noirs esclaves qui, grâce à ce courant, grâce à cette lancée, ont pu acquérir l'indépendance comme étant le premier pays de Noirs à acquérir l'indépendance. La rébellion de Nat Turner ou l'insurrection de Southampton, c'est une révolution dont on ne peut pas parler. C'est une rébellion dont on ne peut pas parler parce qu'elle se trouve être la plus célèbre des révoltes d'Amérique du Nord. Mais même si c'est percutant, même si c'est palpitant de parler de ces révoltes, ce qu'il faut souligner, c'est que cette histoire est méconnue.
on n'en parle pas, on ne l'apprend pas à l'école, on n'en parle pas pour la bonne et simple raison qu'après l'esclavage, il y a eu la colonisation. Mais qu'après la colonisation, il y a eu le néocolonialisme, qui est la forme de colonisation que nous sommes en train de vivre. Un proverbe africain, traduit en français, nous dit que si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Le panafricanisme actuellement est obligé de répondre à plusieurs questions, parmi lesquelles comment doit-on délimiter le panafricanisme? L'unité doit-elle se faire juste dans le continent, avec les gens de la diaspora? Ces gens de la diaspora qui pourtant, il faut le rappeler, sont nos frères, mais qui malheureusement ne sont pas sur la même partie géographique que nous. Il serait difficile de construire une histoire avec eux alors qu'on ne se trouve pas sur la même zone. De retentissement à retentissement, on se cogne à des questions comme comment le panafricanisme pourra régler ces problèmes, sachant qu'on n'a pas une seule langue africaine. Comment pourrions-nous nous parler? Comment pourrions-nous nous comprendre? Le panafricanisme actuel peut-il être résumé au pannégrisme avec l'évolution du métissage? Tant de questions auxquelles on est obligé de répondre. Mais ces questions, on ne pourrait y répondre sans pour autant connaître notre passé, sans pour autant connaître ces vérités qu'on nous a cachées. On nous dit que c'est Victor Schœlcher qui a aboli l'esclavage. Et dans un récit de Victor Hugo, à la même date, Victor Hugo dit très explicitement, on va essayer de le citer entièrement, le 19 mai 1848, il dit que la proclamation de l'abolition de l'esclavage se fit à la Guadeloupe avec solennité. Le capitaine de vaisseau Lair, gouverneur de la colonie, lut le décret de l'Assemblée du haut d'une strate élevée au milieu de la place publique et entourée d'une foule immense. C'était par le plus beau soleil du monde. Autrement dit, en 1848, il y a eu Victor Schœlcher qui est venu abolir l'esclavage. Et il y a Hugo qui nous fait comprendre que ça s'est fait de manière intentionnelle, qu'à un moment donné, ces esclavagistes, ces colons qui ont ressenti le besoin d'avoir une main-d'œuvre gratuite, se sont dit non, c'est pas bien, après des siècles d'esclavage, se sont dit non, c'est pas bien. Il faut qu'on arrête l'esclavage et ont arrêté par un décret. Ceci est une conséquence et non une cause. Il y a eu des thèses philosophiques et littéraires, des auteurs comme Montesquieu qui ont expliqué que l'esclavage était inhumain avant le décret d'abolition. Économiquement, on a quelqu'un comme Adam Smith qui nous explique que l'esclavage n'est pas rentable. Parce que sachant que l'esclave qui effectue un travail le fait avec contrainte, la rentabilité n'est pas telle que celui qui le fait de manière libre, que l'homme libre qui le fait avec un contrat bien délimité et bien déterminé. Des actions que l'on salue, mais qui ne sont rien comparées aux révoltes. Et quand on parle de révolte, il faut comprendre que lors de l'esclavage, nos ancêtres, comme on l'a dit, qui étaient comparés à du bois d'ébène, n'avaient pas le droit à la parole, n'avaient pas le droit de s'exprimer. Mais ce qu'il faut retenir de cet épisode de l'esclavage, c'est qu'à aucun moment, nos ancêtres n'ont baissé les bras. À aucun moment, nos ancêtres se sont dit « on nous a pris d'un monde pour nous amener à un autre ». Et de par cette perspective, on va rester ici et faire comme si de rien n'était. À aucun moment, nos ancêtres n'ont arrêté de se battre pour sortir de l'esclavage. Ceux qui n'ont pas pu, disons, digérer le simple fait d'être déportés se sont suicidés. Des milliers d'Africains se sont suicidés de l'Afrique en Amérique, c'est-à-dire dans l'Atlantique.
une forme de protestation. Et le fait de nous répéter qu'ils ne se sont pas battus a un but bien précis. Et ce but, chers frères et sœurs du continent, c'est clairement de nous dire et de nous rappeler qu'on n'a pas à se battre pour sortir du néocolonialisme et qu'on n'a pas à se battre pour sortir de ce racisme. Norbert Zongo disait que on ne libère pas un homme se libère. Et qu'un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Merci.